Le problème de la politique et du commentaire politique dans la démocratie occidentale, et particulièrement en France, dans la zone euro, c'est que la vie politique est devenue une comédie, puisque la France n'a plus les instruments de la souveraineté. Plus le contrôle de sa monnaie, plus le contrôle de sa politique commerciale et plus le contrôle de sa politique migratoire. Donc chaque élection est une comédie où on doit raconter des choses et faire de commentaires sur des possibilités qui n'existent pas, ou sur une présidence qui n'a aucun pouvoir. Et donc le pli est pris. Le seul problème, c'est que ces prix, on continue de se comporter de la même façon, irréaliste, dans le domaine de la politique extérieure, sans se rendre compte que la politique extérieure échappe par nature au contrôle des médias français. Donc elle est choc de réalité. Moi, je dirais que le principal, les sondages d'opinion montrent que l'opinion est assez bien manipulée dans les sondages qu'on avait regardés, ce qui est traditionnel en politique extérieure. Le problème des médias, c'est qu'ils aveuglent nos gouvernements. Qui lit Le Monde? Les gens d'en haut. Qui regarde LCI? Moi, je regarde LCI. Quand je suis en voiture, j'écoute Rires et Chansons. Quand je suis chez moi et que je m'embête, j'ouvre LCI. C'est presque aussi bien. Mais le problème, c'est que les gens qui nous gouvernent écoutent les journalistes. Et ces journalistes qui sont en boucle. Je crois qu'on passe peut-être trop de temps dans la pensée critique à s'intéresser aux actions et décisions néfastes des politiques. J'ai le sentiment que la pellicule de désinformation des médias est encore pire, et pas parce qu'elle désinforme la population, mais là, parce qu'elle désinforme les politiques. Je pense que si on regardait attentivement, il faudrait faire des comptages, c'est un sujet de recherche. Moi, j'ai le sentiment que les journalistes sont beaucoup plus bellicistes que les politiques. Mais un politique qui sortira de la posture belliciste se fera massacrer par la presse de l'establishment. C'est là qu'est le vrai risque. La mondialisation ne fonctionne plus depuis la crise de 2008-2010. Et c'est un constat qui est d'ailleurs aujourd'hui partagé, y compris par l'économiste en chef du Fonds monétaire international. La mondialisation se bloque au moment de la crise des subprimes. Parce que c'est une crise qui est une crise de la mondialisation en général. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui que l'on est dans cette crise? Ça veut dire, que les grandes institutions économiques qui ont structuré cette mondialisation ne fonctionnent plus. Le FMI, la Banque mondiale, l'OMC. Ça veut dire, qu'est apparu un bloc de nations qui aujourd'hui contestent les règles qui étaient dominantes avant. Ce sont les BRICS. On est dans un mouvement de fragmentation générale de la mondialisation. Alors, dire qu'il y a ce mouvement de fragmentation, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait plus de chaînes de production internationales, il y en a toujours, mais on se pose de plus en plus la question, est-ce que ces chaînes incluent des pays avec lesquels on est en conflit ou des pays avec lesquels on est allié? Donc on n'est plus dans la mondialisation. On est dans une vision de l'insertion des économies nationales dans un ensemble international, c'est une notion très différente, qui obéit à des objectifs de géopolitique et de sécurité. On ne va pas aller d'un coup d'un monde qui était globalisé vers un monde où il y a uniquement des États. On va passer par une phase intermédiaire, qui est la constitution de blocs, et de blocs plus ou moins intégrés, avec des relations plus ou moins structurées au sein de ces blocs. Et c'est ça le véritable changement auquel on a assisté. On a déjà assisté à ce changement depuis 2010-2012. On va vers un euro fédéral et qui va dépouiller la France de ses derniers attributs de souveraineté. Ça sera peut-être aussi la défense. Voilà, on va avoir des ministres, en fait. Il faudrait renommer les ministres. C'est plus des ministres de l'économie, c'est des ministres de la gestion des pénuries. Il faudrait un ministre du nivellement par le bas pour s'aligner avec les pays d'Europe de l'Est. Le seul pouvoir qui nous reste, c'est de décider comment on va gérer la pénurie et qui on va taxer. Est-ce qu'on va taxer, ou est-ce qu'on fait de la justice fiscale, est-ce qu'on taxe les riches ou pas? Parce qu'en fait, si on reste dans l'Europe ou dans l'euro, il n'y aura pas de bonne politique économique. Le prix à payer pour rester dans la zone euro, ça sera la sécurité sociale. Ça sera les retraites, ça sera le modèle de remboursement des soins de santé, et on ira jusqu'au bout
et au dernier centime de patrimoine français qui sera dépensé, utilisé, rogné et négocié pour rester dans l'euro. Ce que la gauche oublie, c'est qu'il n'y a pas de rapport de force possible avec l'euro. En fait, l'euro, il est là. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec le taux de change. Vous ne pouvez pas faire de rapport de force de dire on va baisser le taux de change de l'euro. Non, on ne peut pas baisser le taux de change de l'euro. Par définition, on ne peut pas. La France n'a plus de souveraineté monétaire. Donc, en fait, vous pouvez faire tous les rapports de force que vous voulez. Vous pouvez faire la chaise vide, vous pouvez faire du protectionnisme. Donc, ça sera encore une fois un bon début. Arrêtez d'obéir aux juges européens. Mais en fait, c'est l'euro qui va quand même, in fine, déterminer principalement où va notre économie. Et si on ne s'attaque pas à ce problème, il n'y aura aucune bonne politique. Et si demain, vous voulez faire plaisir aux gens en augmentant le salaire minimum ou les salaires tout court, faire autre chose que la modération salariale, ça va se payer par des faillites. Vous aurez 6 mois de petits rebonds de croissance, et ensuite, ça va se terminer en catastrophe. Parce que l'euro ne pourra se terminer qu'en catastrophe, sauf si on s'aligne par le bas avec les pays d'Europe de l'Est. Le destin de la France, c'est de s'effondrer et de payer jusqu'au bout le choix de la monnaie unique. La France, c'est une maison en feu. Donc en fait, oui, le coût de la sortie de l'euro, ce sera pénible. En fait, oui, on va sauter de l'immeuble en feu, on va se péter une jambe, ça va être très très douloureux. Mais en fait, plus on attend, plus on saute haut, et plus ça va être douloureux. Mais au moins, on sera en vie. Sauf que là, en restant dans l'euro, on reste dans la maison qui crame, et on va mourir. Donc après, peut-être que c'est... au moins, on pourra mourir sur fond de musique européenne, d'hymne à la joie, et dans un linceul bleu avec des étoiles jaunes. Ça sera beau, ça sera au nom de l'Europe, on aura une belle mort. Mais je ne suis pas sûr que ça soit un beau projet pour la gauche ou pour le peuple français. A proper neoliberal, like Friedrich von Hayek, would never agree with what the European Union did to Greece, or to France for that matter, or to Italy, or to Spain, or to Ireland, or to Portugal, and so on. Because what they did was completely anti-neoliberal. Think about it. A neoliberal hates the state. A neoliberal does not like the state to take on huge debts, right? So what did they do? They came to Greece and said, okay, you're bankrupt. We were. So we're going to give you the largest loan in human history that we will take from European taxpayers on conditions that you will reduce your income, because that's what austerity does. If you're already in a crisis and you introduce huge austerity, you reduce your income. A neoliberal would simply go mad hearing that. So they are not even neoliberals. They are there to ensure that the bankers are treated with solidarity, solidarity that translates into the impoverishment of the many on behalf of the few. Si vous aimez cette chaîne et notre travail, pensez à vous abonner et suivez-nous sur elucide.media. En plus de garantir notre indépendance, en vous abonnant à notre site, vous aurez accès à tous nos contenus, analyses graphiques, synthèse d'ouvrages, podcasts, entretiens exclusifs et articles quotidiens. On compte sur vous. On voit bien dans les bombardements tels qu'ils sont menés qu'il n'y a aucune volonté d'éviter les femmes et les enfants. Alors je ne dis pas qu'ils sont visés spécifiquement, mais aucune précaution n'est prise pour éviter de toucher les femmes et les enfants. Et tous les bombardements qui se déroulent quand vous attaquez une école, un hôpital, ben vous êtes sûr que vous allez quand même toucher des civils, donc des femmes et des enfants. Il y a eu un hôpital pédiatrique qui a été pris pour cible par l'armée israélienne. Donc évidemment qu'on voit bien que cette idée selon laquelle eh bien, il y a des cibles qui sont visées plus que d'autres ne tient pas du tout dans ce conflit dans la bande de Gaza. Et quand Israël utilise des bombes de 500 kilos ou de 1000 kilos, eh bien ce sont des bombes qui sont destinées à détruire le plus possible et non pas à viser un objectif précis. Sinon, vous utilisez une bombe qui est beaucoup moins lourde et à ce moment-là, vous pouvez viser. Vous savez, ce qui est quand même très troublant dans toute cette guerre qui est menée à Gaza, c'est qu'on voit bien quand Israël veut viser une personne en particulier, et je pense évidemment à l'assassinat de Ismail Haniyeh, qui était le chef du Hamas, de la branche politique du Hamas, qui était en visite à Téhéran fin juillet pour l'intronisation du nouveau président iranien. Israël a réussi à le viser
alors qu'il était dans un appartement dans un immeuble, et ni l'appartement du dessus, ni du dessous, ni de ce côté n'a été touché. Ils ont réussi à viser exactement la personne qui était dans le collimateur d'Israël, qui était Ismaël Haniyeh. Ce qui veut donc dire que lorsqu'ils veulent, ils peuvent absolument toucher une personne précisément sans faire de dégâts autour. Et donc quand, à l'inverse, vous employez une bombe de 500 kilos ou de 1000 kilos, c'est que vous avez l'intention effectivement de viser une personne, mais si ça détruit tout au passage, peu importe. Ça fait partie de ce qu'on appelle pudiquement les dégâts collatéraux. C'est pas la France qui a été battue à Dien Bien Phu 1954, c'est la puissance. Et comme on a vu se répéter la chose, rappelez-vous le 30 avril 1975 à Saïgon, rappelez-vous l'humiliation de l'armée américaine en Somalie, rappelez-vous également la défaite incroyable de l'URSS en Afghanistan, un mécanisme jugé central des relations internationales, l'effet de puissance ne fonctionne plus. La puissance avait trouvé son accomplissement de la Renaissance jusqu'à 1945. Mais depuis, progressivement, mais de manière soudain très accélérée, la mondialisation a remplacé le jeu international. Et la mondialisation, c'est quoi ? C'est ce à quoi on a été toujours inattentif. Vous savez, on emploie ce mot à tort à travers, on ne sait pas le définir. La mondialisation, c'est trois choses. C'est l'inclusion généralisée. C'est-à-dire le système international, tout d'un coup, n'était plus celui des cousins dont je parlais tout à l'heure, c'était tout le monde. C'est-à-dire dans le système international, il y a autant des Centrafricains, PIB par an et par habitant $650, et des Luxembourgeois $120 000. Et le pauvre a compris qu'il avait des armes d'action qui lui étaient propres et qui a été assez efficaces. Deuxièmement et surtout, la mondialisation, c'est l'interdépendance généralisée. Or, qu'est-ce qu'il y a au fond de l'interdépendance ? Il y a deux choses. Il y a d'une part le fait que désormais le puissant dépend un peu du faible. Pourquoi ? Pour des raisons énergétiques, d'alimentation énergétique, d'approvisionnement en matières premières, pour des raisons de pression démographique, pour des raisons de grands équilibres géothermiques, de grands équilibres économiques et commerciaux aussi. Et enfin, surtout, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que la mondialisation, par la communication généralisée, a créé ce mécanisme d'appropriation sociale des relations internationales. Et du coup, la puissance n'est plus la puissance pure. La puissance pure, c'est armée contre armée, c'est canon contre canon. Aujourd'hui, la puissance, elle devient inclusive, c'est-à-dire elle dépend bien sûr de votre armée, de votre économie, mais aussi de l'état de mobilisation de votre société, mais aussi de la circulation des idées, des modèles, des phénomènes qui s'appellent l'humiliation, le ressentiment, les différences de subjectivité. Tout ça sont des composantes. Oh, quand vous dites ça à un stratège occidental, il dit ça compte pas. Moi, je suis arrivé à la conviction que l'humiliation, c'était peut-être le paramètre dominant des relations internationales. Moi, j'ai retrouvé pour ce livre un certain nombre de textes d'universitaires chinois qui parlent déjà d'intelligence économique, donc de competitive intelligence. Donc, il y a une avancée stratégique, il y a une étude stratégique qui démarre au début des années 80, et ils rentrent donc à l'OMC en 2001, fort de toute cette pensée-là. Et leur stratégie, c'est très simple. C'est de dire, venez, on vous ouvre les portes, on crée même des zones où il y aura moins de taxes, etc. Ce qu'on vous demande, c'est de donner des emplois, et ce qu'on vous demande aussi, c'est de transférer vos plus vieilles technologies. Tout le monde y va, formidable. Quand on paye un salarié 300 € par mois, il n'y a pas photo, on y va. Et puis, au bout d'un moment, on dit, vous êtes bien installés, hein ? Eh bien, maintenant, nous souhaiterions des transferts de technologie, de vos dernières technologies. C'est pas possible. Dans ces cas-là, vous quittez le territoire.
Ah bah d'accord, donc on vous transfère nos technologies, nos dernières technologies. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés au niveau. Le système japonais, ça avait été dans les années 80 plutôt de piquer les technologies. Sauf que les Japonais, ils n'avaient pas pensé à structurer une recherche fondamentale qui permette, une fois que vous avez retrouvé l'équilibre avec vos concurrents, de poursuivre votre ascendant. Eux, les Chinois, ils avaient pensé ça. Donc, fort des transferts obligatoires de technologies qu'ils ont eus, eh bien, ils les ont donnés en relais à leur recherche fondamentale qui, elle, a continué à grimper. Et aujourd'hui, dans tous les domaines, dans toutes les chaînes d'approvisionnement, les Chinois sont présents et il y a même des secteurs économiques, des secteurs industriels où ils ont de l'avance, très clairement. Vous avez vu, la stratégie de l'armée israélienne, ça a été quand même d'assassiner les scientifiques iraniens, ce qui quand même pose également beaucoup de problèmes sur le plan du droit international, parce que ces scientifiques ne sont pas forcément des militaires. Je connais un peu l'Iran, ils avaient des gens très nationalistes, qui ne sont pas forcément d'accord avec le régime, mais voilà, ils se retrouvent scientifiques, quoi. Donc, bon, ça a l'air de gêner personne qu'on les tue. Mais si vous voulez, regardez dans les médias, on nous annonce, ah bah oui, ils ont tué des scientifiques. Donc, effectivement, ça gêne personne, même dans les médias. Oui, l'armée israélienne a assassiné je disais là récemment, dans les derniers jours de la guerre, ils ont assassiné un scientifique iranien de haut niveau. Et sa femme et ses 3 enfants. Ah, ça, j'avais pas vu ça. Bon, oui, mais c'est quelque part, il y a la question n'est même pas posée. Dans tout ça pour dire qu'en fait, ce qu'a l'Iran avec ce programme nucléaire, en fait, c'est dans les têtes. Parce qu'ils ont formé beaucoup de jeunes en physique nucléaire. Ils sont très bons dans les sciences. Donc, ce savoir, il est acquis. Donc, si vous voulez, en bombardant les équipements, en tuant quelques scientifiques, s'ils veulent plus tard, ils ont les capacités intellectuelles, et à mon avis, c'est ça le plus important, pour refaire un programme nucléaire. Donc, c'est ça, quelque part, entre guillemets, dangereux. Parce que ça va dépendre des intentions du futur gouvernement iranien. Et là, ce qu'on entend en Iran, même des Iraniens de l'extérieur, ils ont bien compris que s'ils avaient la bombe nucléaire, on ne les attaquerait pas. Donc je pense qu'il faut faire très très attention avec la façon dont on pose ces questions et avec des solutions simplistes. Mais effectivement, pour répondre à votre question, il faut bien se rendre compte que ce savoir, il est dans les têtes, et il ne va pas partir. On assassine un scientifique nucléaire. Qui sait si c'est pas un jeune qui va prendre sa place, encore plus brillant, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vraiment des solutions simplistes. Et pour répondre à votre question, je pense que dans toutes les guerres, le vainqueur, toujours il s'agit de dire qu'on a gagné, on a atteint tous nos objectifs. L'analyse objective de la réalité incite à dire que non, manifestement, c'est loin d'être le cas. Et ça peut renforcer en plus la volonté des plus durs en Iran. Il y a des éléments dans le Parlement iranien qui disent maintenant qu'il faudrait sortir du traité de non-prolifération. Donc on peut renforcer les plus radicaux. Quant au deuxième objectif de changement de régime, également, on n'a absolument rien vu pendant cette guerre. La suite de la capture du carbone, ça a été les émissions négatives. Le problème, c'est que ces technologies-là, ça a nourri un espoir technologique qui consiste à dire, on n'arrive pas à réduire les émissions, c'est pas grave, on fera des émissions négatives plus tard. Donc ça a eu un profond encouragement à la procrastination. Dans le rapport du groupe 3 du GIEC de 2014, ils expliquaient que le premier puits de carbone, après 2050, ce serait la production électrique. Parce qu'on allait faire de l'électricité en masse à partir de bois, de biomasse, on allait récupérer le CO2. Ça n'a absolument aucun sens. C'est-à-dire on n'a pas du tout la biomasse forestière pour faire ça. Alors vous allez me dire une fois encore, on s'en fiche, c'est qu'un rapport. Le problème, c'est que c'est juste 1 an avant l'accord de Paris. L'accord de Paris est signé sur cette promesse technologique-là. Ce qui rend la neutralité carbone possible et économiquement envisageable, et qui rend possible la signature par les gouvernements de l'accord de Paris, ce sont ces technologies qui n'existent pas. Ça a plein d'effets catastrophiques. Parce que... les gouvernements se sont engagés à faire quelque chose qu'ils ne pouvaient pas tenir. Ça produit, à mon avis, une forme de discrédit aussi de la parole scientifique et de discrédit de la parole gouvernementale, quoi. Et le problème aussi, c'est que, vu que maintenant, dans les scénarios, ils disent il faut plein d'émissions négatives, qu'est-ce qu'on a ? On a des entreprises qui se montent en disant je vais vous faire des émissions négatives, donnez-moi de l'argent. Évidemment, c'est de l'argent public. Et donc, il y a une prolifération de start-up qui prétendent faire des émissions négatives, qui récupèrent des subventions publiques, qui vendent des crédits carbone, alors que de fait, elles ne stockent pas de carbone. De fait, elles ne produisent pas d'émissions négatives. Il y a un exemple assez cocasse presque, c'est l'entreprise Climeworks, une entreprise suisse, fondée par des anciens élèves de l'EPFL de Zurich, qui en 2015
annoncent à qui veut l'entendre, nous, avec notre super technologie, on a un nouveau sorbant génial, on espère pouvoir stocker 1% des émissions mondiales d'ici 2025. Ça fait un tabac incroyable. Tous les grands noms du climat vont rendre visite à cette entreprise. 10 ans plus tard, et plusieurs centaines de millions d'euros d'investissement plus tard, y compris public. Et puis des crédits carbone qui ont été vendus. Quand on regarde sur leur site, il y a un onglet Sustainability, on clique dessus, ils disent on espère atteindre la neutralité carbone d'ici 2030. C'est-à-dire une entreprise qui est censée faire des émissions négatives n'arrive même pas à atteindre la neutralité carbone. Et ça, c'est très embêtant parce que c'est de l'argent public, mine de rien. L'ensemble des mécanismes économiques est fondé sur la croissance. Parce qu'il y a des ratios de dette publique, il y a les entreprises qui s'endettent, donc qui doivent servir aussi les obligations, etc., qu'elles contractent. Enfin, c'est ça qui est très gênant d'ailleurs de mon point de vue, c'est que on n'a très peu ou pas, en tout cas pas d'école économique, et donc très peu d'économistes qui réfléchissent à se dire mais comment pourrait fonctionner le système des retraites, de l'assurance chômage, de la sécurité sociale, ou même des investissements étatiques dans un monde qui serait pas un monde où il y a la croissance du PIB, quoi. On n'a pas ça, on n'a pas ces recettes-là, et en plus aujourd'hui on est contraint parce que évidemment comme toutes les semaines il faut mettre je sais pas combien de milliards sur la table et que quelqu'un les achète sans se faire défoncer par Moody's et 2-3 autres. Bah du coup on est totalement comme les lapins pris dans la lumière des phares et personne sait vraiment quoi faire. Mais effectivement de fait, je pense que pour l'instant la question peut-être ne se pose pas, mais je pense que ça sera une question du 21e siècle, quelque part, je ne sais pas quand, sur c'est quoi ce monde de la post-croissance. On propose de réarmer l'Europe. Ça va être le réarmement de l'Allemagne, avec une armée qui ne sera pas forcément énorme, mais qui sera très efficace. Mais les derniers développements, c'était Macron proposant de partager l'arme nucléaire avec les Allemands, à cause d'une incroyable menace russe. Mais John Mearsheimer, le type qui avait déjà dit que les Russes gagneraient parce que c'était existentiel pour eux et que s'ils avaient des difficultés qu'ils ont eues, ils taperaient de plus en plus fort, et il a eu raison, et ils ont gagné, dans une interview au Spiegel, a immédiatement posé la question de l'acquisition de l'arme nucléaire par l'Allemagne. Puisque bien entendu, s'il y a une menace russe, c'est encore plus une menace pour l'Allemagne que pour nous. Je tiens à souligner le génie stratégique du président Macron, qui, partant d'une menace russe inexistante, se propose en pratique d'établir de l'autre côté du Rhin la première puissance militaire conventionnelle du continent, détentrice de l'arme nucléaire. Pour Israël, c'est un désaveu total de pouvoir dire qu'il y a un certain nombre d'Israéliens qui partent. Ceux qui partent, ce sont ceux qui ont d'abord une double nationalité, et il y en a beaucoup. Mais le risque dans tout ça, et ça risque d'être une catastrophe absolue à terme pour Israël, c'est que ceux qui vont rester, c'est qui ? Ce sont les plus convaincus idéologiquement qu'ils sont dans leurs droits, dans leurs bons droits, que la guerre contre les Palestiniens est tout à fait légitime pour assurer leur sécurité, et que donc tous ceux qui pourraient représenter une alternative à la coalition gouvernementale actuelle, eh bien ce sont eux qui vont partir. Parce que pour eux, la vie aussi ne sera plus possible dans un Israël qui se radicalise tous les jours un peu plus, avec sous la houlette d'un Netanyahou, mais au-delà de cet homme, de cette coalition d'extrême droite qui aujourd'hui fait la pluie et le beau temps, au détriment de forces israéliennes autres qui se rendent compte que tout ça va finir par mener dans une impasse totale, et Israël va se retrouver au bord de l'abîme, si je puis dire, dans cette situation. Et donc ce sont eux qui vont quitter Israël, en laissant finalement le pays entre les mains des plus radicaux, et qui seront très heureux finalement d'avoir un Moyen-Orient à feu et à sang, même si à terme ça peut aller jusqu'à remettre en cause l'existence même de cet État d'Israël, si tout le Moyen-Orient est complètement en guerre, bien évidemment. Le Hamas a réussi à recruter, depuis le 7 octobre, presque autant de nouveaux militants que n'en avait éliminé Israël. Donc cela montre les impasses
et les impostures de cette fameuse guerre contre le terrorisme qui n'en finit pas de se heurter à une incapacité des plus grandes puissances locales ou internationales, et on voit que la solution militaire n'est pas la plus appropriée. En fin de course, c'est un processus politique, c'est-à-dire des négociations directes ou indirectes. Et les États-Unis en Afghanistan avaient fini, 20 ans après avoir envahi l'Afghanistan en 2001, par demander au Qatar de négocier avec les talibans. Et c'est Trump lui-même qui avait validé cette idée. Et on avait dialogué avec les talibans. Et aujourd'hui, on retrouve les talibans au pouvoir et les femmes afghanes dans une situation encore plus dramatique, alors qu'en 2001, les médias occidentaux nous avaient vendu cette guerre comme une guerre pour libérer les femmes afghanes de la tyrannie. Donc le temps est venu pour les intellectuels occidentaux, pour les médias occidentaux, de regarder enfin cette partie du monde avec des œillères différentes, ou plutôt de faire tomber les vieilles œillères, les prismes déformants. Le temps est venu de réaliser qu'il y a dans cette partie du monde des êtres humains de chair et de sang qui ont les mêmes aspirations que les autres, qu'il y a une universalité de l'aspiration à la dignité, comme m'avait dit Edgar Morin après les révolutions de 2011, et d'arrêter de percevoir tout le monde musulman, du Maroc jusqu'à l'Indonésie, l'Afghanistan, comme un bloc homogène qui serait défini uniquement par les ressources pétrolières, l'islam, le despote oriental, tous ces vieux fantasmes. Il y a des populations dans cette partie du monde qui ont été victimisées par leurs propres dirigeants, par les autoritarismes locaux, mais aussi par des interférences étrangères qui n'ont jamais cessé depuis plus d'un siècle. Le nombre de stupidités qui ont pu être dites sur l'euro, on pourrait en écrire l'équivalent d'une encyclopédie. Bon. Sur le fond, l'euro bloque les parités de change entre les pays. Or, ces pays ont des structures économiques différentes. On va dire, oui, mais ces structures économiques peuvent aussi être différentes à l'intérieur d'un pays. Oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des transferts de revenus importants du budget vers les régions en crise. Ça veut dire qu'il faudrait que l'on ait des transferts de l'ordre de 5 à 10 fois supérieurs aux transferts actuels au sein de l'Union européenne. Ça, aucun pays n'en veut. Et donc, faire fonctionner une monnaie unique quand on n'a pas de transfert, c'est une catastrophe annoncée. Si on avait voulu, plus exactement, réellement faire fonctionner l'euro, il aurait fallu inclure des dépenses de transfert entre les États de l'ordre de 15 à 20% du PIB. On s'y refuse. Donc, on ne peut pas faire fonctionner l'euro. On ne fait fonctionner l'euro qu'à travers des pyramides de Ponzi. Donc, à un moment donné, on sera confronté à une crise. Soit on la résout de manière coordonnée en décrétant des annulations de dettes, soit il y a un pays qui décide et qui dit unilatéralement « je décide de ne pas reconnaître une partie de ma dette », ça, au sein de l'Union européenne, ça serait une crise majeure, et au sein de la zone euro aussi. Ou alors, on demande au gouvernement d'imposer à sa population des choix tout à fait dramatiques. C'est ce qu'on appelle une dévaluation interne. Depuis à peu près 2005-2006, je suis convaincu que l'euro n'a pas d'avenir. Et tant que la classe politique européenne considérera que l'euro est un élément indispensable à l'existence de l'Europe, nous allons aller devant des crises ou des solutions qui toutes ont des aspects assez dramatiques, que ce soit pour la population ou que ce soit pour la vie politique interne des pays. Ce qu'on veut faire croire aux Français, grosso modo, c'est que l'économie publique dominerait l'économie française. C'est que l'économie privée serait très minoritaire. Le secteur privé est 3 fois plus élevé que le secteur public en France. Et moi, je n'oppose pas bêtement, comme mes adversaires, le public et le privé. Mais mes adversaires, en fait, ça les dérange qu'il y ait un modèle social, ça les dérange qu'il y ait un service public. Ils aimeraient que tout soit privé.
Ils ont ça dans la tête parce que les mécanismes de marché, les incitations, le fait de vouloir faire du profit, ça fait mieux fonctionner les choses. Et donc, il faut que le privé écrase le public. Or, moi, je dis pas qu'il faut que le public écrase le privé et qu'on soit en URSS. Je dis qu'il faut qu'on accepte que nous vivons dans une économie mixte. Il y a un service public et un service privé. Les deux s'auto-alimentent, les deux se servent. Il faut arrêter de les opposer. Et en fait, c'est ce qui est fait aujourd'hui. Vous voulez faire une réforme, vous pointez comme ça une fausse injustice, comme tu l'as bien démonté en 3 phrases. Et puis, ça aide les gens à accepter la réforme. Vous avez vu tout ce qu'on a vu avant le vote du budget? Enfin, le budget qui était voté était un budget très austéritaire. 2% du PIB, c'est l'équivalent du premier plan d'austérité de la Grèce en 2010. Donc, c'était très austéritaire. Pour que ça passe, il fallait faire peur aux populations. Donc, on a une ancienne première ministre qui nous dit que les cartes vitales ne vont pas fonctionner, Madame Borne, ne vont pas fonctionner le 1er janvier, que les fonctionnaires seront plus payés. Il y a eu tout un tas d'éditorialistes qui ont comparé la France à la Grèce en disant que nous avions les mêmes taux d'intérêt. Soit dit en passant, des taux d'intérêt à 3%, alors que les États-Unis empruntent à 4%, et que quand la Grèce allait mal, elle était à 35%. Donc, ils faisaient exprès d'utiliser des comparaisons entre pays sûrs aujourd'hui, selon toutes les agences de notation. Ils faisaient exprès de faire ces comparaisons pour que les gens aient peur, pour créer un effet de sidération qui puisse permettre aux gens d'accepter ce budget-là. Heureusement, ça n'a pas fonctionné. Même Macron lui-même a dit que tout allait bien se passer après. Mais quand même, et là, on voit bien qu'il y a une volonté presque de manipulation de l'information au profit, soit par idéologie, soit par corruption, soit par je ne sais quoi d'autre, au profit d'une idéologie politique, quoi, qui profitera à une petite partie de la population. Ce dont l'Europe aurait besoin, c'est d'une doctrine militaire, d'une réflexion stratégique et d'un opérateur stratégique central. Mais ça, c'est incompatible avec l'idée même de l'Europe. C'est pas que l'Europe veut la paix ou la guerre. Le principe de l'Europe, c'est qu'elle ne veut rien. On n'a pas vraiment vu ça quand l'euro a été fabriqué. Ça a été un abandon des souverainetés, mais pas des souverainetés pour construire une souveraineté d'ordre supérieur, mais une vaporisation des souverainetés. L'absence de souveraineté ça finit par faire émerger la vérité de l'Europe. C'est l'absence de projet. Une nation peut avoir un projet, bon ou mauvais, mais une entité sans souveraineté ne peut pas avoir de projet. Et c'est pour ça que l'Europe, finalement, on ne s'en est pas rendu compte, a fini par n'exister que négativement par rapport à des crises qui lui arrivent. Il y avait le projet de faire l'euro, mais l'euro a vaporisé les souverainetés des pays les plus puissants du continent et qui n'avaient plus de volonté. Mais depuis, il n'y a plus d'action positive. L'Europe réagit à des crises. Donc elle réagit à la crise financière des années 2007-2008. Elle réagit mal d'ailleurs. Et puis elle réagit au Covid aussi. Et aussi avec une égale inefficacité. Et puis elle réagit, ou croit réagir, à l'invasion russe de l'Ukraine. Donc en fait, l'Europe n'est plus qu'un système qui agit en contre. Il n'y a plus de volonté, il n'y a plus d'espoir, il n'y a pas d'horizon positif pour les peuples européens. Si l'Europe cesse d'affronter des crises, elle se désagrège. C'est pour ça qu'ils ont peur de la paix, fondamentalement. Alors, le GIEC, c'est Groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. La lettre clé, c'est le I, intergouvernemental. Quand il est créé en 1988, le but du GIEC, c'est de remettre les gouvernements dans la boucle de l'expertise climatique. Avant le GIEC, il y avait déjà eu un groupe d'experts internationaux qui avait été créé sous l'égide du Programme des Nations Unies pour l'environnement et de l'Organisation météorologique mondiale. Et ce groupe-là, composé d'une quinzaine d'experts, était très très clair. Il n'y a même plus vraiment besoin de faire de recherche. On sait qu'il y a du changement climatique. Il faut agir. En 1988 a lieu à Toronto une conférence internationale sur le changement climatique où il y a déjà des représentants des gouvernements. Les déclarations finales de la conférence sont très importantes et très spectaculaires. Ils proposent de réduire de 25% les émissions d'ici 2005. Et pour faire ça, on va mettre une taxe carbone dans les pays riches qui va servir à financer l'adaptation et le développement dans les pays pauvres. Quand les gouvernements, et en particulier le gouvernement américain, entend ça, il dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette affaire ?» On ne va pas laisser quelques bureaucrates excités de l'ONU et quelques climatologues nous dicter notre politique énergétique, parce que ça revient à ça, en fait. Et donc, on va créer un nouveau groupe d'experts intergouvernemental. Et alors là, dans les archives, j'ai trouvé des documents très très clairs, qui viennent du département d'État américain, envoyés à son représentant à l'Organisation météorologique mondiale. Ils disent, dans ce GIEC, on veut des représentants
non pas simplement des ministères de l'Environnement, de la Recherche. On veut des représentants nommés, des scientifiques, des experts nommés par le ministère de l'Industrie, le ministère de l'Agriculture, les firmes énergétiques. On veut des gens sérieux, quoi. Des gens qui intègrent un peu le coût économique de tout ça. Quand on regarde le début du GIEC, c'est assez frappant de voir que le président du groupe 3 du GIEC est un Américain qui est ouvertement climato-sceptique. Le président du groupe 2 est un Russe qui est aussi climato-sceptique. Il s'appelle Yuri Israel, c'est un des rares météorologues climato-sceptiques à cette époque. Quand on regarde historiquement ce qu'est le GIEC, on voit que c'est très différent au départ de ce que l'institution est devenue, qui, dans l'espace public, semble être le paladin du climat. Dans le GIEC, je vous ai dit, donc, il y a plusieurs groupes, effectivement. Le groupe 1 s'occupe de la climatologie, font la synthèse des savoirs sur le climat. Le groupe 2 s'occupe des impacts. Je connais assez peu leurs travaux. Le groupe 3, c'est très différent. Ça n'a rien à voir, c'est une discipline très différente. C'est en gros finalement le groupe le plus important d'une certaine manière qui nous dicte ce qu'il faut faire, ce qui est optimal de faire face au changement climatique. Donc je vous ai dit, le premier président du groupe 3 du GIEC, qui s'appelait Robert Einstein, était ouvertement climato-sceptique, et c'est lui qui va pousser, sous les ordres d'ailleurs du gouvernement américain, l'idée que la solution, elle est technologique. Et en fait, c'est ce que le groupe 3 du GIEC a massivement fait, jouer la carte technologique. Et là, il y a un sujet qui est plus embêtant, qui est en fait les accointances qu'il y a au sein du groupe 3 du GIEC avec les firmes pétrolières et les firmes fossiles. Je veux dire, quand on voit les rapporteurs, les experts du GIEC, il y a tout plein de représentants d'Exxon, de Lippica, qui est un lobby des pétroliers, des énergéticiens chinois, des grandes firmes électriques nationales indiennes, etc., etc. Donc vraiment, au sein du groupe 3 du GIEC, il ne faut pas voir ça comme simplement un groupe d'experts. C'est plus compliqué que ça. L'Alliance Atlantique aurait probablement dû disparaître quand l'Union soviétique a disparu. Et là, non seulement l'OTAN est restée et continue d'exister, mais on la voit s'étendre. En principe, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Maintenant, l'Atlantique Nord, il va au large de Djibouti. On a des partenariats stratégiques un peu partout qui nous amènent quasiment en Asie. Donc, on a une alliance qui est toujours, à l'heure où nous parlons, pilotée par les États-Unis, donc qui fait partie clairement de la sphère d'intérêt des Occidentaux, qui se positionne comme le gendarme du monde, avec une puissance de feu terrible, et qui, jusqu'à même à une période récente, ambitionnait de devenir le bras armé de l'ONU. Donc il y a effectivement, quelque part, dans la manière dont l'OTAN se vit et se développe, une menace à la paix, dans la mesure où, officiellement, c'est une organisation défensive, elle est offensive, et c'est elle qui a organisé l'intervention en Afghanistan, etc. Donc, et là, il y a une espèce de trou noir, parce que personne ne dit, à part quelques intellectuels, qu'il faudrait sortir de l'OTAN ou supprimer l'OTAN, alors qu'au moins du point de vue des équilibres mondiaux, on pourrait constater que c'est pas possible que les Occidentaux aient cette espèce de mastodonte et qu'il y ait rien en face. Donc on aurait toutes les raisons de poser la question de l'existence de l'OTAN et éventuellement de la remettre en cause. On a produit plus de 120 000 armes nucléaires, sachant que au pic, au milieu des années 80, on avait 70 000 armes nucléaires et aujourd'hui, on en a environ 12 000. Et sachant, encore une fois, pour faire le lien dans les ordres de grandeur, qu'avec à peu près 100, si la théorie de l'hiver nucléaire est correcte, ça suffit à détruire la civilisation telle que nous la connaissons. Le point décisif, c'est de dire que la taille des arsenaux nucléaires aujourd'hui est très excédentaire par rapport à ce qu'exigerait la dissuasion nucléaire telle que définie par les états-majors des différents pays. Et c'est en particulier vrai aux États-Unis et en Russie. Donc même les partisans de la dissuasion nucléaire devraient accepter qu'il y a des marges de réduction considérables. Derrière toutes les faillites de notre histoire récente, il y a une idée toute simple, c'est qu'on ne sait pas ce qu'est la paix. On a eu cette mauvaise idée de considérer que la paix c'était la non-guerre. Et donc de servir la paix en négociant des trêves, des cessez-le-feu, des armistices. Aristote, on lui doit d'avoir donné la seule vraie définition valable de la paix.
c'est-à-dire la coexistence. C'est-à-dire, nous explique Aristote, il n'y a pas de jeu social autrement qu'en rendant possible la coexistence d'êtres différents. Et au niveau mondial, je dirais de cités différentes, de nations différentes. Et cette idée de coexistence, qui est finalement l'accomplissement suprême de l'humanité, ce n'est pas seulement en contenant la guerre qu'on arrive à la construire, c'est en faisant en sorte que tout ce qui est nécessaire à la survie de l'humanité soit respecté. C'est-à-dire que dans le tiroir de la paix, il y a bien sûr l'endiguement des conflits, leur suppression si possible, mais il y a surtout l'intégration globale de la planète, c'est-à-dire la prise en compte de ce qui menace principalement en termes statistiques l'humanité, à savoir le changement climatique, mais aussi les grandes épidémies, mais aussi la grande pauvreté. Et tout ceci fait que notre regard se trouve considérablement élargi par deux paliers successifs. D'abord en intégrant tous ces éléments comme composantes de la vraie paix. Et deuxièmement, on comprend ainsi comment on arrivera un jour au bout de la guerre. Parce que de plus en plus, l'irrespect porté aux menaces contre l'humanité engendre des guerres. C'est fou ce que le changement climatique a pu provoquer comme guerre nouvelle. Comment les famines, les pénuries alimentaires, les déplacements de population créent des nouveaux conflits. Et donc, vous voyez que c'est non seulement une philosophie du monde, mais aussi une analyse précise des vrais facteurs de guerre. Donc, il faut le faire aujourd'hui, il faut savoir traiter le conflit ukrainien comme étant pas seulement un mauvais moment qui s'arrêtera lorsque Poutine et Zelensky se parleront, ce qui n'a aucun sens, mais lorsqu'on pensera globalement à la sécurité en Europe, et de même pour le Proche-Orient, quand on pensera réellement la coexistence de deux peuples aussi respectables l'un que l'autre.